Bonjour, bonjour à tous. Première expérience avec un nouveau matériel acquis grâce à vos soutiens, à votre soutien, et je me lance dans des choses, des utilisations qui sont un peu plus techniques, donc je patauge pas mal et c'est assez fatigant. Toujours est-il que là, il s'agit simplement de la petite introduction à la vidéo. C'est la vidéo habituelle, la numéro 45, qui revient sur l'actualité militaire, c'est-à-dire le conflit qui se déroule sur le terrain en Ukraine, quoique le contexte soit très large. Il est celui d'une guerre mondiale avec des enjeux économiques, géostratégiques tout à fait essentiels, une histoire qui s'est accélérée et un monde qui change très très vite. Toujours est-il qu'il y a toujours cette guerre de haute intensité en Europe centrale et que compte tenu du fait que la France appartient à l'Occident collectif, elle se livre, cette France, par l'intermédiaire de ses médias institutionnels, par l'intermédiaire de son gouvernement, à une propagande éhontée qu'il convient de combattre par un travail de réinformation, celui que nous essayons maintenant depuis un an. Alors, avant de venir à cette actualité militaire, je souhaitais faire quelques petites observations, toujours sur la question du soutien. Je crois que c'est assez important parce que j'ai progressé, j'ai appris un certain nombre de choses et effectivement, tout ce qui relève des pouces levés, des partages, des commentaires, influence l'algorithme et nous permet une meilleure diffusion. Voilà, ça c'est tout à fait important. L'aspect matériel aussi, parce que j'ai pris, je m'en suis expliqué, des abonnements, j'ai fait l'acquisition de matériel, je passe probablement d'ici quelques temps, nous allons passer à l'utilisation de professionnels extérieurs, comme je l'avais fait pour l'interview de l'ambassadeur de Chine. Donc, voilà, il faut que cette chaîne vive son bonhomme de chemin et elle a besoin de vous. Alors, concernant cette actualité, je voudrais parler un peu de la France. Toujours en liaison avec ce qui se passe en Ukraine. Alors, bien évidemment, on a tous assisté à cette catastrophe, c'est-à-dire l'installation dans notre pays d'un chaos que tout le monde avait prévu, que tout le monde envisageait, et on est dirigé par un président de la République, réélu l'année dernière, je le rappelle, on est dirigé par un président de la République qui a posé la question, mais qui pouvait prévoir de tels événements? Ben, tout le monde pouvait le prévoir, sauf lui. Sauf lui, parce que cette nullité politique que la haute fonction publique d'État et l'oligarchie nous ont imposée est absolument un incapable. C'est un incapable et je considère qu'il est dangereux pour notre pays. Alors, vis-à-vis de l'Ukraine, on est un des pires pays de soutien de la pire des politiques américaines. Parce que faut pas oublier que cette politique américaine, elle est traversée par des contradictions importantes. Je vais juste prendre trois petits exemples en invitant une fois de plus à aller sur Internet lire ce que disent les médias américains. Alors bien évidemment, il y a la presse mainstream, comme chez nous, hein, qui soutient la politique de Biden et les néoconservateurs, les fameux néocons, mais il y a également des voix dissidentes. Alors, le premier exemple que je vais donner, c'est celui de Richard Haass, qui était le patron depuis 20 ans du Conseil de politique extérieure. Alors c'est un think tank, hein, ce n'est pas un conseil officiel du département d'État, qui dirigeait ce think tank depuis 20 ans, qui avait soutenu, appuyé, théorisé sur toutes les aventures américaines depuis la chute de l'Union soviétique et qui aujourd'hui vient dire, après sa démission, on a fait fausse route. Il ne faut pas faire comme ça. Il y a Marsheimer, bien sûr, qui est revenu à la charge. Hein, lui, c'est depuis le début, il dit on est dans une impasse, on a fait les mauvais choix. Et puis il y a Doug McGregor qui devient de plus en plus pessimiste concernant l'état des États-Unis en disant qu'il n'est pas impossible que l'élection de 2024 ne puisse pas se tenir. Je n'en sais rien, on verra, mais ce que je constate, c'est que la France reste le petit caniche
des États-Unis, y compris dans ses pires errements. Je vais prendre juste le petit exemple de ces fameuses munitions à sous-munitions, justement. Hein. Ce sont des dispositifs d'artillerie qui fait que le premier obus explose et disperse autour de lui des munitions plus petites. Alors, c'est un dispositif qui est considéré par une majorité mondiale comme un dispositif qui permet de faire des crimes de guerre. Jen Psaki, qui était une des porte-paroles de la Maison-Blanche, a tout à fait dit ça l'année dernière. Alors aujourd'hui, elle est plus modeste, hein, puisque Biden a décidé qu'ils allaient livrer des obus à sous-munitions à l'Ukraine, ce qui constitue une escalade. Alors on nous répond, oui, mais vous comprenez, l'Ukraine, la Russie et les États-Unis n'ont pas signé le traité d'interdiction de ces munitions particulières. Et justement, la France l'a signé. Et beaucoup des pays de l'OTAN ont protesté. L'ONU a dit que c'était un crime de guerre d'utiliser ce genre de munitions. Et nous avons dit, ben oui, on n'en fabrique pas, on n'en vend pas, mais on comprend que les Américains en livrent. C'est-à-dire une hypocrisie incroyable. D'autres pays de l'OTAN ont protesté. L'Allemagne, par exemple, la Suède, par exemple, ont dit non, il ne faut pas livrer ce genre d'armes à l'Ukraine, même si on soutient l'Ukraine, et Dieu sait si les Allemands, en violation du traité 4+2 qui leur avait permis la réunification, en violation quotidienne, continuent à livrer des armements à l'Ukraine, eh bien, ils ont protesté sur cette livraison. Nous adoptons une position incroyablement hypocrite, c'est-à-dire que on dit, nous, on est formidable, moralement inattaquable parce qu'on ne fabrique pas, parce qu'on ne vend pas, mais on comprend que les Américains le fassent pour soutenir l'Ukraine. Voilà, ça caractérise la direction actuelle de notre pauvre pays. Alors voilà, ça c'était les quelques critiques que j'entendais faire. On ne va pas revenir sur ce que racontent nos chères chaînes d'infos. La contre-offensive ukrainienne a échoué. Elle continue à envoyer un nombre important de soldats à la mort. Elle continue à aboutir à des destructions de matériel relativement importantes. Mais il faut faire quelque chose avant la tenue du sommet de l'OTAN qui aura lieu dans quelques jours. Tout cela est malheureusement très triste, mais alors en même temps, il faut se rassurer parce que euh, YouTube, la chaîne YouTube Vue du droit, a réussi à obtenir une interview d'un des plus grands stratèges de ces dernières années et de cette guerre en particulier. C'est celui qui a inventé la fameuse stratégie SMART, hein, que les Russes, qui sont des niais, ne sont incapables de mettre en œuvre, la fameuse stratégie SMART du cheval de Troie inversé. Hein, donc voilà, petite vidéo de cette interview très claire, très limpide, avec une maîtrise impressionnante de l'idiome anglais. Hein, c'est notre cher BHL. Voilà, j'ai terminé pour cette petite introduction, ce petit test de cette nouvelle façon d'enregistrer, de ce nouveau matériel. J'espère que ça conviendra et je vous dis à très très bientôt. Alors oui, avant de terminer, et de diffuser cette fameuse interview, je dois vous dire que nous allons reprendre, à partir de la semaine prochaine, nous allons reprendre les grands entretiens qui viendront effectivement compléter la vidéo hebdomadaire que nous faisons sur l'aspect militaire. À tout à l'heure. I am more in favor of a positive action, which is to send through the web some contents, some informations, some images, counteroffensive. You have today a counteroffensive of military Ukrainian soldiers. You could have a counteroffensive of ideas, the symmetric, the ideas and words. Bonjour Hervé.
Merci Bonjour, encore d'être Régis. là. Merci encore d'être là pour nous donner des informations techniques sur ce qui se passe sur le terrain, qui est quand même extrêmement important parce que bon, nous, on a une vision souvent grâce à Telegram, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. On a la guerre qu'on voit de façon vidéo et également celle qu'on entend dans la presse où on a un peu tout et le contraire de tout. Alors, il semble quand même que cette offensive qui a un peu plus d'un mois, hein, je crois que c'était le 4 juin, patine. Ce que je trouve étonnant, ce sont les divisions dans le narratif. Je garde cette expression parce qu'elle est quand même pratique. Le narratif occidental, c'est-à-dire, et y compris le narratif ukrainien. J'ai vu que Zelensky disait on n'a aucun endroit du front où on peut vraiment faire une offensive. Il y a Danilov qui dit mais non, faut pas s'inquiéter. Danilov, c'est le ministre de la Défense ukrainien. Faut pas s'inquiéter. L'objectif, c'est pas d'avancer, c'est de détruire l'armée russe, c'est l'attrition. Donc, et puis bon, bien évidemment, on se demande ce qui va se passer parce que il y a le sommet de l'OTAN à Vilnius le 11 juillet prochain, qui commencera le 11 juillet prochain. Et clairement, je veux dire que la situation en Ukraine, si véritablement il y a une résignation face à l'échec de l'offensive qui semble se profiler, quelle va être la réaction de l'OTAN? Et est-ce que d'ici là, parce qu'on est le 7, ça fait 4 jours. 4 jours, est-ce que les Ukrainiens ne vont pas tenter quelque chose pour justement symboliquement pouvoir continuer à disposer de l'appui et du soutien occidental? D'où la question de Energodar qui resterait, comme tu nous l'avais indiqué dans une émission précédente, qui reste pour toi un objectif, du fait de cette dimension symbolique, un objectif important. Donc, je te passe la parole. Oui, eh bien, merci Régis. Écoutez, aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets. Bien sûr, d'abord, on va revenir sur la centrale d'Energodar, puisque c'est un objectif qui me paraît central, hein, sur le plan stratégique pour les deux belligérants. Ensuite, on fera un petit bilan de la situation militaire, même si il n'y a pas d'éléments fondamentaux qui ont changé depuis la dernière fois. On fera un aparté également sur les moyens qui sont utilisés par les belligérants, notamment le drone Lancet, pour que les gens comprennent bien, qui écoutent et qui regardent la vidéo, qui comprennent bien le côté disruptif de cette munition et les problèmes qu'elle peut causer aux Ukrainiens. Et ensuite, on terminera par un petit passage sur la désinformation, qui est toujours un élément central et qui est très intéressant. Et je vous parlerai d'un livre que je suis en train de lire, j'ai commencé à lire, le livre de Michel Collomb, Ukraine, la guerre des images, qui est vraiment un livre que je conseille. C'est un livre avec un travail d'investigation qui est remarquable, en fait. Voilà, donc je vous propose donc de débuter par ce que l'on peut dire sur la centrale d'Energodar. Je vais donc partager mon écran. Nous y voilà. C'est en mode diaporama, ce sera mieux. Ben, c'est très bien. Ah. Toujours embêté parce que il y a des... Voilà, très bien. Vous voyez, tu vois bien là Ah, moi, je vois Régis. parfaitement. Donc, je pense que les spectateurs aussi. Très bien. Bon. Alors, c'est vrai, la centrale d'Energodar, on ne peut pas obérer le fait que dans l'offensive ukrainienne, il y a bien sûr des objectifs qui ont été énoncés. Bon, l'objectif stratégique final, c'était bien sûr d'atteindre la côte, et notamment la mer d'Azov et Berdiansk, par exemple, ou au moins Mélitopol, donc avancer dans le dispositif russe. Mais cette offensive, son objectif global, elle a bien sûr plusieurs objectifs qui permettent d'atteindre cet objectif global. Et dans ces objectifs, on ne peut pas écarter le fait que la centrale d'Energodar n'ait pas fait partie et ne fasse toujours pas partie des objectifs de cette offensive ukrainienne. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Hein. Donc, il y a des raisons qui sont tout à fait rationnelles derrière cette hypothèse. D'abord parce que quand on fait l'historique des événements militaires sur cette centrale, on ne peut constater qu'elle a été bombardée. Alors, il est clair que malgré ce qui est dit dans les médias, il y a très très peu de probabilité que ce soit les Russes qui bombardent eux-mêmes leurs troupes, même si c'est souvent ce qu'on leur prête.
Hein. En général, les Russes, on a remarqué qu'ils bombardaient toutes les installations vitales et d'importance qu'ils occupaient, voire celles qu'ils ont construites, qui pouvaient saboter, comme Nord Stream. Donc il faut rester quand même un minimum rationnel et sortir de tous ces laïus que l'on entend de part et d'autre. Alors, effectivement, c'est une centrale qui a été bombardée par les Ukrainiens, alors, en prenant soin quand même de bombarder des zones périphériques pour gêner les troupes russes qui sont présentes. Et bien sûr, il y a eu plusieurs assauts quand même sur cette centrale, même si les premiers ont été niés. Hein, on peut au moins en comptabiliser trois assauts amphibies à partir du réservoir qui ont échoué, puisque les Russes ont fait intervenir, comme d'habitude, leur artillerie et surtout leurs hélicoptères. Alors, pour en revenir au fait que les Russes seraient prêts à saboter la centrale qu'ils auraient bombardée alors qu'ils l'occupaient, quels sont les éléments rationnels qui font que, eh bien, il est inconcevable qu'en fait, ils sabotent la centrale, qui est vraiment une prise de haute valeur stratégique pour ce qui les concerne. Et d'abord, il y a plusieurs centrales, autres centrales en Ukraine, qui ont tant d'importance et qui n'ont jamais été bombardées depuis le début par les Russes, alors qu'elles participent à la résilience énergétique de l'Ukraine. Elles sont sur la carte. Alors pourquoi ils saboteraient celles qu'ils occupent alors qu'ils n'ont jamais... ils ont surtout pris soin de ne pas bombarder les autres. Ensuite, il ne faut pas oublier que les Russes, tous les territoires qu'ils ont conquis depuis février, j'inclus bien sûr les ex-républiques de Louhansk et puis Donetsk, eh bien, ils considèrent maintenant que c'est le territoire russe. Donc, toutes les infrastructures qui sont sur ce territoire leur appartiennent et sont russes. Donc, on en revient également à la problématique du barrage, hein. Le barrage qui aurait été saboté par les Russes d'après LCI et les médias, mais je tiens à rappeler quand même que les Anglais et les Américains ne sont toujours pas prononcés officiellement sur l'origine de la destruction du barrage, et qu'il y a pour la destruction de cet ouvrage-là, il y a une étude qui est très fouillée, que je conseille aux auditeurs de lire, hein, celle d'un ingénieur spécialisé en barrage, qui montre de manière assez certaine que ça serait plutôt une origine accidentelle, hein, due à l'usure de l'infrastructure et à son manque d'entretien. Je ferme la parenthèse. Ensuite, l'intérêt stratégique de la centrale, je l'ai dit, c'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Hein. Donc, pour les Russes, c'est fondamental. Hein. Dès qu'ils auront connecté cette centrale au territoire qu'ils ont conquis, ça va être un gain énergétique pour eux fondamental. Mais de même pour les Ukrainiens, perdre cette centrale, c'est problématique, puisqu'il faut rappeler que les Ukrainiens sont connectés au réseau électrique européen depuis mars 2023, ce qui leur a permis d'ailleurs de bypasser, c'est un terme électrique, bypasser en fait les destructions qui étaient conséquentes des centrales électriques ukrainiennes, puisqu'ils ont été alimentés grâce à cette connexion par le réseau européen. Ah, donc l'échec, puisque j'ai entendu parler souvent sur les plateaux télé d'échec de la campagne stratégique de frappe sur les réseaux énergétiques ukrainiens. Non, ce n'est pas un échec sur le plan des frappes, c'est un échec, un semi-échec, parce que justement la connexion au réseau électrique européen a permis de détourner ces destructions pour continuer à alimenter le réseau électrique ukrainien. Mais sur le plan militaire, les objectifs ont été frappés en fait, et ont été très difficilement réparés. Ensuite, la valeur symbolique de la centrale. Bon, pour les deux belligérants, c'est une centrale qui fait partie de leur territoire, puisque tous les deux considèrent que les territoires conquis d'un côté sont russes et de l'autre sont à reconquérir par les Ukrainiens. Donc, je ne vois pas pourquoi l'un des deux belligérants aurait la volonté de détruire cette infrastructure, quoique on pourrait également se poser la question, du moins de l'utiliser en termes de déstabilisation. Ensuite, on en arrive donc à ces opérations de déstabilisation psychologique autour de la centrale. Donc, il est clair que depuis le début de l'occupation par les Russes, il y a eu plusieurs opérations de déstabilisation psychologique et d'opérations de désinformation de la partie ukrainienne. Alors ça, c'est de bonne guerre, hein, d'un côté ou de l'autre. La propagande et la désinformation, c'est fondamental. On est en situation de guerre et le terrain informationnel est un terrain de combat.
Le fait est, c'est que la propagande russe, on a du mal à la voir ou il faut aller la chercher, ou alors lorsqu'elle est mise en exergue par nos médias, c'est pour la ridiculiser en prenant des éléments qui sont complètement grotesques, même s'ils existent, hein, notamment les émissions de Soloviev. Mais c'est une propagande qui, même si elle ne touche pas nous, puisqu'il y a beaucoup d'éléments d'information d'origine russe qui ont été coupés hein, dans l'Union européenne, comme la chaîne RT. Il ne faut pas oublier que la bataille communicationnelle vis-à-vis du reste du monde, les Russes l'ont plutôt gagnée. Hein, et ça, on a tendance à l'oublier. Alors donc, le fait est, une guerre de désinformation sur la centrale et qui s'est accentuée depuis cette semaine avec beaucoup de déclarations de part et d'autre. Ce que l'on peut constater opérationnellement, c'est que, de fait, les Russes ont évacué le personnel civil de la centrale, puisque je pense qu'ils s'attendent à un coup des Ukrainiens, mais à un coup pas forcément à des frappes d'artillerie ou des frappes de missiles, mais plutôt à une tentative de saisie. Et puis les Ukrainiens qui, évidemment, qui sont en difficulté sur le front, voire en grande difficulté, et qui pourraient en fait avoir une opportunité de manipulation de leurs alliés occidentaux derrière une tentative de saisie de la centrale, justement pour éviter que les Russes la sabotent. Alors, je tiens à rappeler quand même que les Américains n'ont pas remarqué de tentative de la part des Russes de saboter la centrale, et qu'il y a 15 jours, les responsables de l'AEIA qui étaient sur place n'avaient rien remarqué également. Alors ensuite, les opérations militaires, eh bien sûr, comme je l'ai dit, les forces armées ukrainiennes sont en grande difficulté sur le front. Elles sont en grande difficulté du fait du réseau défensif russe, hein, qui est peut-être l'un des réseaux défensifs les plus denses depuis celui de la Deuxième Guerre mondiale, notamment celui de la bataille de Koursk, mais sur une très très grande surface. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que les Ukrainiens quand même cherchent depuis une semaine vraiment à pousser sur la partie du front qui est à proximité du réservoir. Et ça c'est net, et on peut encore le remarquer. Et on a pu noter, j'y reviendrai lors de ce que je ferai un petit bilan rapide de la situation militaire, qu'il y a 2 brigades qui étaient en 2e échelon qui ont été engagées sur cette zone-là, la 117e et la 118e brigade mécanisée, d'après les informations que j'ai, et qui semblent vérifiées. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train d'engager une partie du 2e échelon des brigades entraînées et équipées par l'OTAN. Et cela veut dire tout simplement qu'au bout d'un mois, ils n'ont même pas pu approcher en fait la première ligne de défense russe. Ils sont toujours sur la zone grise en avant de la première ligne de défense russe. Ça veut dire que les brigades de premier échelon sont largement entamées, avec 2 brigades notamment qui ont particulièrement souffert. C'est la 47e brigade mécanisée et la 128e brigade de montagne qui est justement sur ce secteur, qui est engagée sur ce secteur-là. Et donc, les brigades de 2e échelon engagées comme cela veut dire que ça hypothèque une éventuelle percée des lignes suivantes et peut-être même exploitation avec nécessité d'engager les brigades de 3e échelon. La réserve stratégique, en fait. Qui, d'après Michel Goya, je fais souvent référence à Michel Goya pour toutes les analyses précises des unités, parce qu'il fait un travail qui est assez remarquable dans ce domaine-là, même si après, je trouve que c'est plus discutable sur certaines conclusions. Mais en tout cas, pour le moins. Oui, je sais ce que tu en penses. Mais bon, on pourra en reparler. Il y a des raisons à tout cela. Mais sur le plan tactique, c'est toujours remarquable ce qu'il fait. Alors, ensuite, l'opportunité militaire. Pourquoi l'opportunité militaire? Eh bien, on voit sur les 2 photos, en fait, la situation du réservoir. Vous voyez la centrale. La centrale, c'est le petit coin carré, là, où on voit le réservoir, justement, de refroidissement. Eh bien, le 5 juin, on voit l'état du réservoir, et on voit l'état du réservoir le 20 juin. Donc, très clairement, on est face à une zone lagunaire ou marécageuse, qui est en phase de stabilisation. Donc, elle est pour l'instant pas praticable parce qu'elle est vaseuse tout simplement par des engins, même à chenilles. Donc, pour l'instant, la situation est en phase de stabilisation, mais on peut très bien imaginer que dans quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines, elle pourrait devenir un axe de pénétration aisé
pour monter un assaut depuis la rive de Nicopole vers la centrale. Bon, il ne faut pas se leurrer, hein, les Russes, forcément, ils pensent. De toute façon, le problème de cette offensive, le gros problème, un des gros problèmes de cette offensive, c'est que d'abord, elle a été annoncée, sans arrêt, et ensuite, elle est prévisible. Puisque forcément, même les stratèges de plateau ou moi-même, avec notre petit angle de vue, sans être dans les secrets des états-majors, on imagine très bien où est la poussée majeure de cette offensive. C'est forcément la trouée de Zaporijjia, hein, pour atteindre la mer d'Azov. Donc, il est évident que les états-majors de part et d'autre ont travaillé dessus. Et surtout, ce risque majeur de saisie de la centrale d'Energodar par les Ukrainiens, eh bien forcément, les Russes ont travaillé dessus pour contrer cette option. Alors ensuite, la faisabilité militaire, j'ai déjà dit, hein, on est face à une offensive ukrainienne qui est à la peine, puisqu'ils ont du mal à chercher à percer en fait tout droit comme ça vers Mélitopol. Donc il y a vraiment deux axes. J'avance un petit peu sur la situation militaire, mais c'est important de chercher à raisonner comme ça en objectif au niveau opératif et stratégique, plutôt que commencer à détailler des combats de niveau tactique qui, de toute manière, dont les détails nous échappent, en fait. Hein. C'est un petit peu comme sur les plateaux télé, lorsque les gens cherchent à commenter des vidéos de combats, quasiment les rares combats de corps à corps, parce qu'il y en a très très peu, hein, ou rapprochés, ou des destructions d'engins blindés. On est vraiment dans la guerre TikTok, ça n'a pas d'intérêt, puisqu'on ne connaît pas l'environnement global, les tenants, les aboutissants du niveau tactique. Plus on descend à un niveau bas, plus il y a des éléments qui vont nous échapper. Alors il vaut mieux rester à un niveau stratégique et à minima opératif pour chercher à comprendre ce qui se passe, parce que de toute façon, la guerre terrestre, c'est assez simple d'une certaine manière. C'est des axes, c'est des villes, c'est des carrefours, c'est des coupures, donc des coupures humides, hein, que ce soit des fleuves, des lacs, des réservoirs, comme sur Energodar, et puis c'est des hauteurs. Hein, et c'est ça la guerre terrestre, en fait. Hein. Et donc, à partir du moment où on descend au niveau tactique, eh bien, on peut être que dans des spéculations infondées. Donc, il faut rester à un niveau d'agrégat qui est assez important, de manière à chercher à comprendre ce qui se passe sur le plan de l'ensemble et des objectifs stratégiques. Et c'est pour ça que j'ai parlé de Michel Goya, je vais parler du général Kempf. Je conseille à tout le monde de suivre les analyses du général Kempf, parce que justement, il reste à ce niveau-là et il ne cherche pas à se noyer dans des détails de niveau tactique. Il cherche à garder ce niveau-là de compréhension et d'explication. Et puis, même s'il a un a priori, on va dire, occidental, il est très, très neutre et surtout très, très factuel. Hein. Donc, je vous conseille de lire ses analyses sur son blog. C'est vraiment, à mon avis, l'un des meilleurs analystes francophones, voire le meilleur analyste francophone de cette guerre. Voilà, donc j'ai terminé pour les satisfaits du général Kempf, après avoir parlé de Michel Goya. Que tu chéris, bien sûr. Voilà une galerie effectivement impressionnante. Ben, c'est toujours le problème du tropisme ou du biais occidental, d'abord atlantiste, hein, qui est, alors en ce qui concerne Goya, c'est une conversion en plus. C'est ça qui était très gênant, c'est une conversion. Puis il y a ensuite le rôle qu'il a joué dans le déferlement d'une propagande inepte. Mais je vais ajouter quelque chose, c'est que dans la façon de présenter les choses, dans la façon de les analyser, il y a, et je le vois dans beaucoup d'endroits, l'impression qu'il cherche aussi à se rassurer. Parce que, je vais dire, ce qui se produit par rapport à ce qui était envisagé, hein, retour vers ce brave Bruno Le Maire, et il n'y a pas que lui, tout ce qui a été dit au début, je me rappelle du fameux titre, c'est la énième fois que je le cite, du fameux titre de l'article de l'Obs, de Michel Goya, le plan russe a échoué. Bon, très bien, au bout de 10 jours, hein, le plan russe a échoué, il le connaissait, évidemment. Bon, il y a une façon, je pense, aussi de se rassurer. Ça n'empêche pas, ce sont des professionnels, ça les empêche pas sur un certain nombre d'analyses d'être objectifs. Et puis, au bout d'un an, faut être prudent. Faut être prudent parce que beaucoup d'âneries ont été dites
énormément d'âneries ont été dites par des gradés en plus, en retraite certes, hein, qui en ont quand même enfilé pas mal de perles. Hein. Je pense à l'ineffable Yakovlev et ses punchlines, comme il les appelle sur Twitter. Donc, il y a aujourd'hui le risque de se faire moucher. Je voyais un article très intéressant qui parlait de la possible contre-offensive russe, dont on va peut-être parler, et qui disait, je crois qu'elle aura lieu, mais j'assume le fait de me faire taper sur le nez si jamais elle n'a pas lieu. Hein, donc, c'était une façon, effectivement, de prendre les devants pour ne pas être ridicule avec les analyses qui ont été faites par certains. Et je pense, on va passer de l'autre côté, je pense à ce que Xavier Moreau nous disait dès le début, quoi, sur le fait que la guerre était gagnée au bout de quelques jours, et puis toutes ces prévisions, il n'y a pas que Moreau, toutes ces prévisions sur le futur effondrement de l'armée ukrainienne. Moi, j'en ai entendu beaucoup, elle est toujours pas effondrée. Alors, on va me dire, oui, mais c'est la énième itération, il y a la première armée a été détruite, il y en a une deuxième qui a été détruite aussi. Bon, tout ça, je veux bien. En attendant, ils sont toujours là, ils sont à l'initiative et ils se battent. Ouais. Alors, je vais dire quand même plusieurs choses par rapport à ce que tu viens de dire. D'abord, Michel Goya n'a jamais eu des analyses délirantes. On peut considérer que parfois, il s'est un peu trop avancé, notamment sur les munitions, Hervé, non, mais ce que je veux dire, c'est c'est pas délirant. Je l'ai encore écouté cette semaine. Là, il était sur le plateau de LCI. Et donc, il expliquait pourquoi l'offensive ukrainienne était un échec. Et ce qui pourrait éventuellement être fait pour que ça soit un peu plus, on va dire, il y ait plus de résultats, mais il n'est jamais dans le délire, parce qu'il y a vraiment des analystes, entre guillemets, militaires qui sont délirants. On est vraiment dans la science-fiction. Hein. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, mon cher Hervé. Ouais, voilà. Une vieille chose. Ensuite, je termine sur vas-y. Ce cher colonel Goyafi. Il nous a annoncé 10 fois que les Russes n'avaient plus de munitions. C'est quand même gravissime, ça, parce que s'il y a bien une information aujourd'hui dont on dispose, c'est la capacité de l'artillerie russe impressionnante, avec un réservoir de munitions tout à fait considérable. Et je pense que les analystes, moi je l'avais lu dès cette époque-là, et dans des critiques qui étaient faites sur Michel Goya en disant c'est pas sérieux de prétendre une chose pareille. Parce que Michel Goya, il est très très bon sur le plan de l'analyse tactique. Hein, donc tout ce qui est suivi des unités, d'ailleurs il a fait de très très bons bouquins là-dessus. Hein. Son premier bouquin que j'avais lu d'ailleurs, La chair et l'acier, qui était son bouquin de doctorat, qui est je pense un de ses meilleurs bouquins d'ailleurs, sur la transformation de l'infanterie française durant la Première Guerre mondiale. Il est très très bon sur le plan tactique. Mais souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des dimensions en fait qu'il évacue, ou alors qu'il va transformer selon l'opinion en fait qu'il a. Et surtout, beaucoup d'analystes occidentaux ont été trompés par les analyses des pertes russes qui étaient données par le site Oryx. Et Oryx, c'est autre chose. Oryx, et donc c'est un site néerlandais, mais qui est en relation en fait avec le site Belinka, ou l'association Belinka, où il y a pas mal d'anciens du MI6. Et donc on est face à tout simplement des informations qui sont orientées. Et le fait est, c'est que ça a mené également à beaucoup de personnes d'avoir des raisonnements erronés. Et si tu veux, entre ce qui était donné en termes de pertes et de saisie de matériel russe par les Ukrainiens, d'abord, l'armée russe aurait dû être annihilée au bout de 3 mois de conflit, aussi bien en pertes, je parle de l'armée russe, le corps expéditionnaire russe, hein, qui était au plus haut de ses effectifs à 160 000 hommes, hein, ils auraient été tout simplement annihilés sur le plan des effectifs, et sur le plan du matériel, ils n'auraient pas pu tenir la ligne de front. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas eu des pertes importantes en février et mars sur la zone de Kiev essentiellement. Hein. Mais de là à donner crédit à ces 2000 chars perdus, et surtout à tous les chars qui auraient dû être récupérés par l'armée ukrainienne, alors ça c'est des faits de propagande, disant que l'armée russe était devenue le premier pourvoyeur de matériel de l'armée ukrainienne. Alors, très bien, mais pourquoi dans ce cas-là
lorsqu'il y a, comme dirait Xavier Moreau, la deuxième armée ukrainienne qui est engagée à partir de l'été, elle fait déjà appel à des matériels occidentaux pour se recompléter. Et qui plus est maintenant avec la troisième armée ukrainienne, où il y a 9 brigades de manœuvre, brigades mécanisées, qui sont équipées essentiellement de matériels occidentaux, et pas des matériels occidentaux de dernière génération, même s'il y a quelques matériels occidentaux de dernière génération. C'est également un élément, ça, qui est véhiculé par les analystes militaires, qui est un élément entre guillemets de propagande. On dit, souvent j'entends sur les plateaux télé, l'armée ukrainienne est techniquement supérieure à l'armée russe. En fait, c'est faux. Des deux côtés, on va trouver des éléments de haute technicité, des éléments de rusticité. Par contre, ce qui est certain, c'est que les matériels qui ont été donnés par les Occidentaux aux Ukrainiens, ce pas des matériels de la dernière génération. Hormis les Challenger 14, les Léopards, on va dire une petite centaine, je ne me rappelle plus le chiffre exact, les Strykers américains et les Bradley, on va retrouver du M113. Le M113, c'est quand même un véhicule de combat d'infanterie des années 60. Hein. On va retrouver également, donné par les Britanniques, le Trojan, c'était l'équivalent du M113 revalorisé et qui également équipé, qui va équiper également une des brigades. On va trouver de la MiG-10 RC. Le MiG-10 RC, c'est un engin qui est en train d'être remplacé dans l'armée française. On va retrouver du VAB. Le VAB, c'est comme si on roulait aujourd'hui en Renault 16. Donc, alors, l'armée de terre française a toujours des VAB, mais il faut bien comprendre qu'on n'est pas sur des matériels de dernière génération. On est vraiment sur des matériels qui étaient en phase tout simplement d'être remplacés dans les armées occidentales. Donc, on est face à une armée ukrainienne qui a des problèmes de matériel, qui a des problèmes d'équipement, qui a malheureusement maintenant des problèmes humains, hein, puisque de sources quasiment sûres, puisque j'ai toujours des contacts via mon ancienne profession d'active dans les armées, il y a des soldats ukrainiens actuellement qui sont en formation. À certains endroits en France, la formation, elle dure un mois. Alors, je ne sais pas s'ils vont être reformés ensuite et leur formation va être complétée ensuite en Ukraine, mais la formation, c'est un mois. Formation, un mois, c'est vraiment la formation initiale de l'appelé de base. Hein. Et ensuite, lorsque on a des informations sur la moyenne d'âge de ces soldats, pour un centre de formation, elle est en gros de 40 ans et il y a un certain qui approche 60 ans. Donc, je ne sais pas où en est la ressource humaine réelle de l'Ukraine, mais si une information comme ça pouvait être validée par d'autres informations et croisées, c'est dramatique, en fait. C'est dramatique parce que c'est un pays qui, au bas mot, maintenant, doit être à peu près à 30 millions d'habitants en comptant toutes les personnes qui sont parties et qui ne reviendront certainement pas, avec une ressource mobilisable qui est en train de se réduire à sa portion congrue. Et puis, face à une armée russe qui est maintenant à parité, voire peut-être plus, puisque moi, comme je te l'ai dit, je soupçonne les Russes d'avoir bien sûr mobilisé plus que les 300 000 annoncés, hein, ce qui veut dire qu'ils seraient quasiment, peut-être avec une légère supériorité d'effectifs sur le front, avec notamment cette fameuse réserve stratégique dont personne ne parle et on ne sait pas où elle est, mais on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, elle pourrait très possiblement être engagée au nord pour terminer la conquête du Donbass, donc c'est 100 à 120 000, voire 200 000 hommes. Et ensuite, quand on regarde les statistiques de recrutement actuellement de volontaires dans l'armée russe, on est sur des effectifs de 140 000 hommes, donc 140 000 hommes qui pourraient être engagés, on considère qu'ils vont les former 4 mois, courant novembre. Donc on voit que ce déficit en effectifs va devenir crucial. Comment les Ukrainiens vont pouvoir faire face à ce défi? Jusqu'à présent, au départ, ils avaient un avantage en termes d'effectifs, hein, jusqu'à ce qu'il y ait la mobilisation et que cette mobilisation devienne effective sur le front. À peu près à partir de décembre, janvier, les effectifs de mobilisés russes ont permis de rééquilibrer le front et d'avoir ce rapport des forces qui était équilibré. Mais comment vont faire les Ukrainiens si la guerre dure? Bien sûr, il y a des volontaires étrangers, hein, de différentes nationalités, notamment polonais. Est-ce qu'on va aller vers un engagement masqué d'unités polonaises? C'est une vraie question, parce que la vraie question, au-delà des matériels, de leur sophistication et de leur efficacité sur le terrain, ça va être, pour les Ukrainiens, ça va être vraiment les effectifs. C'est une vraie question. Tu as un truc à dire?
Non, 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 mais moi je suis ravi de ce que je viens d'entendre parce que c'est très clair. Oui, sur une situation. Moi, je fais partie de ceux qui, tout en étant prudent, en reconnaissant ses limites, puisque je suis un profane, étaient quand même extrêmement sceptique sur la possibilité d'une contre-offensive couronnée de succès pour des raisons très, très simples, hein, déséquilibre entre les deux pays, puissance industrielle de l'un, absence de puissance industrielle de l'autre, déficit en matière d'artillerie, en matière de couverture aérienne, de système anti-aérien également. Ça finit par, si on les met bout à bout, ça finit par faire beaucoup. Et si on est la force attaquante, il faut qu'on soit en supériorité numérique. Je veux dire, c'est là, je vois difficilement. Enfin, je veux dire, à partir de ces éléments-là, j'étais sceptique. Bon, Ouais. ben, ce scepticisme a été alimenté par ce qui se produit depuis un mois. En fait, il y a deux choses. Souvent, on entend 3 pour 1 pour attaquer, 5 pour 1 pour attaquer en zone urbaine, mais on est sur le rapport, la différence d'effectifs, en fait. Mais ce qu'on oublie souvent, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien lire le général Kempf, parce qu'il, lui, et moi aussi également, je fais énormément appel au rap-feu, c'est-à-dire la différence de puissance d'artillerie entre les deux belligérants. Et en fait, comme le disait Michel Goya très justement sur LCI, en fait, comme durant la Première Guerre mondiale, c'est l'artillerie qui conquiert et ensuite l'infanterie ou les troupes au sol qui occupent. On est dans le même cas de figure là. Et c'est ce qui s'est passé sur Bakhmout, hein, de toute manière. Hein, on a parlé des vagues d'assaut de Wagner, ainsi de suite, même si je pense qu'ils n'y sont pas allés quand même avec le dos de la cuillère. Mais quand on voit les techniques qu'ils avaient déployées sur Bakhmout, c'était ça en fait. Chaque position ukrainienne était complètement annihilée par les tirs, directs et indirects. Donc directs par des missiles et des tirs directs de chars, missiles anti-chars, hein, portables, hein, ou alors des tirs indirects de l'artillerie ou de drones. Et chaque fois, c'était ça. Et donc, et ensuite, ils avancent. Et quand ça passait pas, eh bien, ils reculaient et ils refaisaient une frappe. Et c'est ce qui se passe, en fait. C'est ce qui se passe. Et c'est comme ça que fonctionne le front. Et évidemment, dans ce type de tactique, hein, de mode opératoire, les Ukrainiens sont en situation défavorable. Ils sont en situation défavorable parce qu'ils n'ont pas assez d'artillerie, ils n'ont pas assez de munitions. Et en plus, pour couronner le tout, ils n'ont pas d'appui aérien. Hein. Donc, ils n'ont pas la capacité à appuyer en plus leurs troupes par ou des hélicoptères ou des avions d'assaut type Su-25. Voilà. Donc, on est vraiment. Cette dimension des feux, elle est fondamentale. Le feu tue, ben, évidemment que le feu tue, ça, c'est une évidence. Hein. Et les combats, parfois, on voit quelques vidéos de combats rapprochés qui sont faits avec des GoPro, mais c'est vraiment la portion congrue pour plein de raisons. D'abord, parce que les combats comme ça au contact sont très terras, pour les raisons que je viens d'expliquer, parce que c'est d'abord l'artillerie qui va annihiler. Et ensuite, on est sur un front de, si on prend la totalité de plus de 1000 km, voire 1800 km, si on prend toute la totalité en englobant également les frontières russes et biélorusses, où il y a très très peu de monde en fait. On a en gros 400 000 combattants d'un côté, 400 000 combattants de l'autre, alors que sur des fronts comparables, c'était des millions de combattants pendant la Première Guerre mondiale, voire la Deuxième Guerre mondiale. Hein, la bataille de Koursk, sur une petite surface, c'est quasiment plus de 2 millions de combattants qui s'affrontent de part et d'autre, quand on prend tout l'ensemble du secteur. Donc c'est quand même, on est quand même sur un front qui est tenu de manière lacunaire, d'où l'importance de la surveillance par les drones et par les moyens de reconnaissance et par les satellites, de manière à voir éventuellement les endroits où il y aurait personne ou quasiment personne, et d'où l'importance également des lignes de défense et également du minage et de l'artillerie, de toute façon. Et c'est pour ça que lorsque les Russes ils cherchent à avancer dans le Donbass, ils sont confrontés, là, eux, aux lignes de défense ukrainiennes qui sont en place depuis 2014 et qui sont également très, très solides. C'est ce qui s'est passé sur Bakhmout et ce qui risque de se passer dès qu'ils vont commencer à vouloir avancer au nord pour conquérir le reste du Donbass. De toute façon, la stratégie que les Ukrainiens ont appliquée sur Bakhmout, hein, même si elle leur a coûté énormément de monde, hein, et elle ralentit les Russes, quoi qu'on en dise, hein, elle leur coûte
hein, aussi bien en munitions qu'en hommes, hein, et surtout, elle les fait réfléchir sur le reste, si jamais ils devaient avancer. Sauf, évidemment, à imaginer qu'il y a un effondrement moral de l'armée ukrainienne en raison des pertes ou en raison tout simplement d'une lassitude, ce qui pourrait arriver aussi. Je pense qu'il y a plus un grand risque d'effondrement moral en l'état de l'Ukraine que de la Russie, pour plein de raisons, et malgré le coup de Prigojine d'il y a une semaine, hein, puisque d'ailleurs, ce qui a été remarquable, c'est de voir comment le front tenait, en fait, hein. Donc, il est clair que les consignes qui ont été données aux soldats, c'est écoutez, nous, on tient le front, on les laisse faire leurs affaires derrière. D'ailleurs, c'est ce qui est ressorti, d'ailleurs, quelques semaines après des consignes. Alors, Voilà. il peut y avoir, bon, il y a, concernant l'Ukraine, l'effondrement matériel aussi, à partir du moment où les divisions occidentales aboutissent à ce que parce que ce pays est tenu à bout de bras par l'Occident, c'est un choix. Mais concernant la Russie, moi, de ce que je peux avoir comme retour, y compris par des témoins sur place, c'est que ce qu'a réussi le régime de Vladimir Poutine, c'est de dire et de faire accepter par les Russes qu'il s'agissait d'une guerre existentielle. C'est-à-dire que, et on le voit, tous les élans patriotiques à la première occasion, l'histoire des 3 grands drapeaux à Saint-Pétersbourg, il y a cette idée, le moral est élevé et on le voit, les études qui ont été faites après le coup de Prigojine, le soutien à Vladimir Poutine, qui était déjà de 78%, 80%, est monté à 90%. Hein. Ça a été quelque chose de... Il y a eu une bouffée. Alors d'ailleurs, au passage, Prigojine, ils sont en train de lui faire un certain nombre de misères. Je reste extrêmement prudent dans mes appréciations concernant ce qui s'est passé. Je ne sais pas. J'attends de voir. Et donc, mais simplement, j'ai vu que on était en train de démanteler, semble-t-il, son empire d'oligarque, parce qu'il en avait un joli, et on le ridiculise. Il y a eu des perquisitions, on montre des photos, on montre son coffre-fort dans lequel il y avait des perruques, enfin, il y a une espèce de propagande, une espèce de communication qui est faite autour de Prigojine, qui est assez caractéristique d'une vraie, comment dire, mise à l'écart, Ouais. avec peut-être pire. Oui, à voir. On verra parce qu'ils ont encore besoin de lui de toute manière. Mais c'est clair que là, bon, il a joué, il a perdu, hein. Bon, voilà, donc, bref, tous ses contrats sont annulés. Ils sont en train de démonter. De toute façon, il dépendait de l'État. Sa richesse était liée à des contrats. Non, mais quand on entend Poutine venir dire voilà ce qu'on lui versait, etc., ça a fait un effet mais désastreux pour lui. Ouais, Désastreux. Puis maintenant, on le ouais. ridiculise. Voilà. Alors, ils ont encore besoin, semble-t-il, de Wagner, sous une forme que je ne connais pas, en Afrique, à d'autres endroits. À d'autres endroits, ça va être une force particulière, une espèce de légion étrangère qui sera utilisée par l'État russe, mais je pense que ce sera sans Prigojine. Bon, Bon, on je vais verra. te dire mon opinion de toute manière, c'est que de toute façon, Wagner, depuis le début, c'est une construction du GRU. Dès 2014, à Rostov, ils ont créé ces unités de volontaires, justement, puisque l'armée russe ne voulait pas s'engager avec les républiques autoproclamées, et ça a permis d'alimenter en fait les républiques autoproclamées avec des soldats formés de métier, hein, et des volontaires via cette structure Wagner qui a été créée à Rostov. Mais c'est le GRU qui est derrière Wagner. Donc, le GRU est omniprésent. Le GRU a besoin de ce type d'unité parce en fait, on découvre Wagner en 2014, mais ils se sont inspirés de ce que font les anglo-saxons, notamment les Américains, depuis des années, avec Blackwater, après, qui est devenu Academia, parce que Blackwater, évidemment, avait une réputation sulfureuse comme Wagner, parce qu'on a tendance à l'oublier en termes d'exactions, hein, sur le territoire irakien notamment. Mais donc, ils se sont inspirés, en fait, de ce que faisaient les anglo-saxons pour avoir un outil facile et utile pour leur politique étrangère et leur politique d'influence forte, hein, d'influence militaire à l'extérieur. Et donc, ils l'ont utilisé, bien sûr, dans le Donbass. Et par contre, ce qui a été un petit peu anachronique par rapport à ce qu'ils faisaient, ça a été l'engagement de Wagner sur le territoire ukrainien dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Et c'est là où, en fait, on a un petit peu dérivé de la doctrine de départ d'utilisation de Wagner.
Et c'était quasiment devenu une brigade mécanisée, Wagner. Ils avaient leur artillerie, ils avaient leur blindés. C'est pas des troupes à pied, en fait. Hein, et donc, mais tout ça, d'où viennent les matériels, d'où viennent les munitions, ça vient forcément de l'armée russe. Wagner, sans l'armée russe, ça n'était rien. Et l'intérêt de Wagner, c'est pour ça que quand j'entends parler des vagues d'assaut et de ces commentaires que je considère comme racistes, disant que les Russes, la vie humaine n'a pas d'importance chez les Russes, d'abord, c'est totalement raciste hein, comme réflexion. Et ensuite, ce n'est pas rationnel, parce que la référence, c'est toujours les millions de soldats qui ont été sacrifiés, ça c'est un fait, par Staline durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais on n'est pas du tout sur la même cas de figure. On est sur le cas de figure d'une armée qui a des effectifs comptés et dont les objectifs sont justement d'éviter qu'il y ait énormément de pertes, parce que ces pertes d'une main-d'œuvre possiblement utilisable dans le tissu économique russe pourraient fragiliser en fait ce qui pour Poutine et à mon avis le front principal, c'est le front de l'économie. Et c'est là où on voit que Poutine, c'est un lecteur de Svetchin, et c'est pour cela d'ailleurs, à mon avis, qu'il est toujours réticent à aller plus fort, comme certains nationalistes voudraient lui faire sur le terrain militaire, en faisant une mobilisation générale et ainsi de suite, parce que je pense que, comme d'autres stratèges autour de lui, en fait, le vrai terrain, la guerre se gagne sur le plan économique, plus que sur le plan militaire. Et donc, le premier front, c'est un plan, c'est un front économique. Et ensuite, le front militaire, bien sûr, il a une importance, mais il se dénouera du fait tout simplement de l'épuisement peut-être de la partie adverse, que ce soit des Ukrainiens ou des Occidentaux. Et on va rappeler que l'Ukraine, donc c'est une guerre existentielle pour l'Ukraine, c'est évident. Donc c'est le pays entier qui est derrière. En ce qui concerne la Russie, c'est un corps expéditionnaire et qu'ils font depuis le début une guerre à l'économie. Ils font une guerre à l'économie, ils se sont trompés ils se sont trompés. Quand ils ont lancé leur offensive, ils sont obtenus, ce qui était l'objectif, c'est d'arriver à une négociation rapide. Ce sont les Occidentaux qui l'ont fait capoter, et depuis, ils font une guerre à l'économie, d'abord pour qu'elle soit acceptable par la société russe. Faut pas oublier non plus, moi on me l'avait dit dès le début, que c'est une guerre entre frères, c'est-à-dire que le fait que ce soit une guerre contre d'autres Slaves, c'est pas quelque chose de si simple que ça. Hein, pour les Russes, pour intérioriser cet aspect. Et donc, eux le vivent et on le leur présente comme une guerre contre les États-Unis et contre l'Occident. Hein. Donc ça, c'est assez important. Mais le corps expéditionnaire n'est qu'un élément parmi d'autres de l'armée russe. L'armée russe, elle a une partie de ses effectifs qui est sur le Pacifique. Enfin, je veux dire, c'est un territoire immense et par conséquent, ils ont affecté des ressources, mais c'est pas la totalité des ressources de la Russie. C'est une guerre à l'économie. Et exactement. voilà. Bien, mon cher Hervé. Alors, Attends, je continue oui. parce qu'on a fait beaucoup de digressions. Alors, quels sont les éléments qui valideraient cette hypothèse d'un coup, hein, que ça soit combiné par la voie terrestre et via le réservoir des Ukrainiens sur la centrale d'Energodar, soit tout simplement une tentative de saisie à travers le réservoir. D'abord, c'est qu'il y ait des gesticulations de type NRBC. NRBC, c'est un acronyme nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique. On voit qu'il y a des exercices côté ukrainien qui sont en cours. Une intensification des assauts sur l'axe le long du Dniepr, c'est de fait, on peut le constater actuellement. Encore hier, il y a cette pauvre 128e brigade de montagne ukrainienne qui a encore remonté à l'assaut. Et apparemment sans véhicule, puisqu'ils ont des problèmes avec les mines anti-chars. Apparemment, maintenant, ils sont en train sur le plan tactique, de chercher à faire des infiltrations d'infanterie pure hein, et d'amener ensuite les véhicules. Ensuite, les opérations de désinformation, bon, c'est en cours hein, de part et d'autre. Et l'engagement des brigades de réserve. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'éléments. Et je rappelle que la brigade pas la brigade mécanisée, la brigade d'assaut par air, la 42e brigade d'assaut par air, équipée et formée par les Occidentaux avec des mardeurs et des strikers, et notamment les challengers, que pour l'instant on ne voit pas sur le terrain, serait vraiment le signe qu'ils font vraiment effort le long du Dniepr. Bien sûr, il y a un calendrier derrière, c'est
c'est celui du sommet de l'OTAN des 11 et 12 juillet. Et je pense que ça peut être un calendrier qui pourrait pousser les Ukrainiens à chercher à avoir une victoire symbolique ou une avancée symbolique sur un endroit du front, que ce soit sur la centrale ou peut-être sur Bakhmout, hein, même s'ils ont des difficultés, mais on sent qu'ils cherchent à pousser également au sud et au nord de Bakhmout. Voilà. Tu voulais dire un truc? Non, 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 c'est effectivement, c'était pas de la digression, puisqu'on Oui. on parlait toujours, c'était toujours une appréciation et des analyses concernant ce qui est en train de se passer. Donc, je peux mettre fin à cet affichage-là. Non, j'ai encore un Ah truc. non, ah non, Deux, il y a, trois trucs. ah Ouais, pardon, oui, oui, parce ouais. que je voyais Voilà. je- Voilà. Alors, vous voyez. souvent, depuis le début de la guerre, les gens parlent de game changer, les HIMARS, le game changer, c'est en fait l'arme miracle qui va changer le cours de la guerre. Mais le cours de la guerre, quels que soient les conflits, n'a jamais été changé par une arme miracle. Il a pu mettre en difficulté un des deux protagonistes ou belligérants, mais jamais ça n'a vraiment changé. Hein. Ça peut amener des difficultés. Quand les HIMARS sont arrivés, ça a amené des difficultés pour les Russes. Les Storm Shadow, ça a amené des difficultés pour les Russes. Euh, les ACMAT qui vont arriver, les missiles à longue portée qui normalement vont être fournis aux Ukrainiens avec une portée de 300 km, qui peuvent être tirés par les véhicules tirant les HIMARS, vont certainement également amener une difficulté aux Russes. Hein, mais ça ne changera pas le cours de la guerre, puisque les éléments, on en revient à ce que je disais, ce qu'on disait précédemment, l'équation entre les belligérants, c'est une équation d'abord qui est stratégique. Hein, et lorsque cette équation stratégique, on l'analyse, le fait est, c'est que pour différentes raisons qui seraient longues d'énumérer, l'équation stratégique en l'état est plutôt favorable aux Russes. Hein. Alors, sans parler de game changer, il y a quand même parfois des armes qui posent de vrais problèmes. Et actuellement, il est clair que, et ça ressort des comptes rendus ukrainiens, les drones Lancet, les Lancet 3 sont des munitions rôdeuses qui posent énormément de problèmes aux Ukrainiens en termes de contre-batterie. Donc, tout simplement pour détruire les canons ukrainiens, mais également tout simplement également lorsqu'ils sont en phase d'assaut. On voit énormément d'engins blindés qui sont détruits par ces drones, et également des bateaux, lorsque les bateaux rapides cherchent à traverser le Dniepr. Souvent, il y a ce type de drones qui interviennent et qui détruisent tout simplement l'objectif de manière assez facile, même si la charge militaire n'est pas énorme, elle est de 5 kg de mémoire. Donc, c'est un drone qui a une portée de 40 km, qui vole à peu près 40 minutes, qui a une vraie problématique tactique pour les Ukrainiens maintenant. Et ça vaut rien, ce drone-là, c'est 33 000 euros. Hein. Donc, quand ça détruit des engins qui valent des millions d'euros ou des centaines de millions d'euros, eh bien, vous avez encore une illustration, en fait, du décalage qui peut exister entre ce qui détruit et ce qui est détruit. Alors, c'est terrible lorsqu'on regarde les vidéos, toujours sur Telegram, c'est que effectivement, d'abord, il y a une caméra dans le drone, c'est-à-dire qu'on voit, c'est impressionnant, c'est du TikTok, hein, tout pur. On voit effectivement se rapprocher la cible, puis là, il y a une coupure et il y a un autre drone d'observation qui filme l'explosion. Quand ça arrive sur une concentration ou un endroit qui recèle des soldats, on voit en général, parce qu'il doit y avoir du bruit, on les voit s'éparpiller. C'est effectivement, même psychologiquement, je suppose que c'est quelque chose de terrible. Cette arme que on n'entend pas arriver de loin et qui fait des dégâts tout à fait considérables. Y compris que l'utilisation qui est faite par la propagande russe des vidéos est de ce point de vue-là assez impressionnante, quoi. On en voit des dizaines de ces vidéos avec un sentiment de puissance qui doit être donné aux opérateurs qui sont derrière. Alors, tout à fait, dès qu'on voit d'un côté ou de l'autre, que ce soit les canaux Telegram pro-ukrainiens ou pro-russes, on va retrouver plein d'images comme ça de destruction. Moi, je dis chaque fois, d'abord, c'est pas un but marqué face au camp adverse. Il ne faut pas oublier que derrière la destruction, il y a forcément des bonhommes qui sont déchiquetés ou brûlés vifs. Hein. Donc, ne pas oublier ça quand même. Hein. Et c'est là où la réflexion des Ukrainiens est également très juste. Hein. Lorsque Zalouzny s'est mis en colère cette semaine, oui, c'est pas un jeu vidéo ce qui se passe actuellement sur le front ukrainien.
Alors, donc on en revient à l'affaire d'Energodar, et donc on voit très bien cette poussée ukrainienne là, sur un Piatiktakti. Voilà, c'est dit. On s'est compris. Voilà, donc on la voit très bien avec cette volonté de vouloir suivre par là, mais on voit très bien que également, il pourrait avoir cette possibilité de franchir. Alors, est-ce que ça va être combiné ou pas? À voir dans. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer jusqu'à la fin de l'été, puisqu'on peut considérer que jusqu'en novembre, globalement, les sols vont rester stabilisés, hein. Donc ça, je parlais de Bakhmout. Actuellement, sur Bakhmout, on voit que les Ukrainiens cherchent à pousser au nord et au sud, avec une forte poussée au sud. Mais pour l'instant, on en revient à ce que je disais sur le plan tactique, hein, c'est qu'à partir du moment où les Russes tiennent les hauteurs, et c'est ce qui se passe sur Bakhmout, c'est très difficile pour les Ukrainiens après de continuer à avancer. Bon, là, on est vraiment sur le combat euh, sur Bakhmout, hein. Je rappelle que nombre d'analystes militaires avaient dit que Bakhmout n'avait aucun intérêt stratégique. C'est pour ça qu'il y a des milliers de morts de part et d'autre, très, très probablement. Je ferme la parenthèse. Voilà. Alors, autre point, on en parlait tout à l'heure avec Régis, là, c'est ce qui se passe au nord du secteur du front, hein, donc avec cette poussée dans le secteur de Kremina des Russes en direction de Liman et de Kupiansk. Donc, globalement, voilà, on voit la rivière Sieversk, hein, qui se trouve là, qui est une coupure fondamentale, hein. Donc, les Russes avancent, hein, sur cette zone-là. On est sur des zones boisées, donc c'est quand même assez compliqué, hein, d'avancer sur des zones boisées. C'est des combats d'infanterie. Ils avancent également au nord. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait d'engagement de réserve particulière sur ce secteur-là, mais justement, d'après Michel Goya, Retour au colonel Goyafi. qui suit toujours très bien de manière précise les unités, pour lui, il y aura à peu près 120 000 Russes dans ce secteur-là. Donc, quid, j'en reviens toujours à la question de la réserve stratégique des Russes, hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière et est-ce qu'elle va être engagée ou pas? Donc, on le verra certainement. Euh, je pense qu'on en revient à ce que tu disais. Il est probable que courant du mois d'août, comme il y a un an, les Russes cherchent à pousser sur cette partie nord du front. Voilà, donc globalement, une autre vision, hein, de cette partie-là du front, hein, avec cette volonté de pousser comme ça. À voir. Voilà, j'en ai terminé. Et je vais peut-être faire un petit. Bon, si c'est utile sur la carte militaire, là, vite fait, attends. Donc, c'est une autre. C'est pour ça, tout à l'heure, je Ouais, ne me rappelais plus la répartition entre ouais, tes deux cartes. Donc, je ferme celle-là et tu en ouvres une autre, hein, c'est ouais, ça? j'en ouvre une autre, voilà. Ok, alors, hop, voilà. Alors, attends. J'ouvre mon truc, là. Voilà. Bon, ça va être rapide, là, hein, parce qu'on a déjà parlé de beaucoup de sujets. Alors, pendant que tu fais ça, je reviens sur deux événements assez importants, me semble-t-il. Alors, il y avait eu l'attaque sur l'hôtel et le restaurant où Ouais. on nous disait c'était effectivement un point de rassemblement de mercenaires, mais il y a eu l'attaque sur un centre militaire à Lvov. Hmm. Une attaque importante avec des calibres qui ont été tirés depuis la mer Noire et avec des conséquences, semble-t-il, très très importantes, hein, sur le plan des dégâts, sur le plan du personnel. Alors bon, les Ukrainiens disent que ce sont des civils. Bon, toutes les photos, tous les éléments dont on dispose montrent bien que pas du tout, hein, mais ça témoigne d'une capacité de frappe qui est quand même assez impressionnante, quoi. C'est-à-dire que s'ils arrivent à se débarrasser de centres de commandement, parce que Lvov, c'est l'Ouest, hein, c'est complètement loin du front, et c'était probablement un lieu très important. Je dirais que c'est presque comme si les Ukrainiens arrivaient à détruire le centre de commandement de Rostov, quoi, si j'ai bien compris, hein. Oui, en fait, bon, les Russes ont énormément de renseignements, hein, Oui. humains, hein, je dis bien humains, parce que lorsqu'ils ont
tapé Lvov et ils ont tapé à Kramatorsk la semaine dernière. Également, c'était un lieu de rassemblement de volontaires étrangers, mais également d'officiers de haut rang ukrainiens. Ils ont du renseignement, hein, forcément. Donc, parce qu'on l'oublie, hein, c'est avant tout une guerre civile. Hein, donc, il y a des gens. Alors, pas Lvov. Hein, Lvov, on est sur la partie ouest, l'ex-Galicie, et donc on est plutôt sur une zone qui n'a jamais été vraiment pro-russe, mais sur Kramatorsk, il y a des gens qui leur sont favorables, évidemment. Évidemment. Hein, et il y a beaucoup plus de gens qui sont favorables derrière les lignes ukrainiennes, d'ailleurs, et qui donnent du renseignement russe que le contraire de l'autre côté. Même s'il y en a, c'est beaucoup moins courant. Donc, très rapidement, sur le Dniepr, donc pareil, on va partir de la façade maritime pour remonter jusqu'à la frontière russe. Donc, sur le Dniepr, eh bien, il y a toujours sur le pont Antonovski des tentatives ukrainiennes de rester. Hein, donc, à partir d'éléments d'infanterie entre 50 et 70 hommes, eh bien, ils s'acharnent à vouloir entretenir une tête de pont avec des bateaux rapides. Donc, vous imaginez bien que, de toute façon, c'est frappé par artillerie russe, les drones russes. Donc, j'ai du mal à saisir le sens de ce qui se passe là, hormis le fait qu'on voit qu'il y a un axe et que peut-être ils pensaient peut-être faire passer des véhicules 4x4, comme je l'avais dit il y a une semaine, pour peut-être faire un raid du type de celui qu'ils avaient fait sur Kharkov, mais pour l'instant, ça me paraît difficile. Sur la centrale d'Energodar, eh bien, donc on en a parlé, je ne reviens pas dessus. Sur la trouée de Zaporizhzhia, ce que j'appelle la trouée de Zaporizhzhia, il faut bien comprendre que le but, c'est bien d'atteindre Berdiansk ou Melitopol ou Tokmak, qui se trouve ici. Et on voit qu'actuellement, la poussée d'Orikiv vers Tokmak, elle est plutôt en stand-by, même s'il y a toujours des combats, et que l'effort, comme je l'ai dit, cette semaine, eh bien, se fait surtout le long du Dniepr. Ensuite, sur les autres secteurs, il n'y a pas vraiment de choses notables. On est vraiment sur des reflux. Alors, j'ai vu des commentaires. Parfois, certains commentateurs, parce que je lis comme toi les commentaires, c'est toujours important. Il faut chercher à s'améliorer toujours. Et tu en Hein. fais des commentaires aussi sur Twitter. Hein, donc, Non, mais je parle des commentaires sur les vidéos, tu sais. Ah oui, 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 oui. Ah, exact, Ça, oui, oui. ouais, pour ça, Oui, 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 à ok. juste titre, comme dirait Elise Moon, à juste titre, quand il disait que le son n'était pas terrible, bah, le fait est, le son n'était pas terrible. Donc après, on s'est posé la question comment faire pour améliorer le son, parce que nous, quand on faisait les vidéos, bon, on s'en rendait pas compte, en fait. Absolument. Ensuite, Donetsk, eh bien là, situation, c'est toujours pareil, des flux, des reflux, il n'y a rien de notable. Sur Bakhmut, eh bien là, par contre, comme je l'ai dit, poussée au sud et poussée au nord, mais elle est bloquée par les Russes qui sont sur les hauteurs. Et puis ensuite, là, on est sur la poussée au nord, donc des Russes, voir si derrière, alors je ne sais pas si les unités sont à jour, hein, voir si derrière, il y a éventuellement une réserve prête à s'engager pour aller justement vers la conquête du Donbass qui reste en fait. Hein, voilà. Ensuite, sur le long de la frontière russe, eh bien, on continue à avoir des échanges d'artillerie. Il n'y a plus d'incursions de la part des volontaires russes, hein, des combattants de la liberté russe. Et puis apparemment, les Russes seraient en train de monter en fait une garde de volontaires pour tenir cette frontière. Ils ont été obligés d'engager quand même des unités, mais pas des unités prélevées là-dessus. Je pense qu'ils ont engagé des unités de conscrits. Voilà ce que l'on peut dire. Ah, s'il y a eu un échange de prisonniers dans Ouais, cette région-là. j'ai vu ça. Ce qui est toujours surprenant, hein, puisque bon, les échanges de prisonniers continuent de part et d'autre depuis le début du conflit. Mais Voilà, le gazoduc qui traverse l'Ukraine fonctionne ouais, toujours et la Russie verse bien sûr. les redevances. Non, Ouais. c'est il y a des Non, choses quand même, bon, c'est quand même assez non, mais de toute extraordinaire. façon, dans ce conflit-là, il y a plein de choses qui sont extraordinaires hein, sur ce plan-là. Hein, donc, le gazoduc, c'est quelque chose d'incroyable, en fait. Un gazoduc qui continue à alimenter une partie de l'Europe de l'Est et l'Allemagne. De toute façon, l'Europe, très honnêtement, on change de sujet, mais je ne vois pas comment l'Europe va faire pour se passer du gaz russe, hein, puisque le gaz russe, c'est 40% de la production mondiale. Alors, c'est là où la situation est compliquée à appréhender parce que c'est un conflit, d'abord et avant tout, c'est un conflit Russie appuyé plus ou moins par le Sud global, hein, c'est l'expression que j'utilise, contre l'Occident collectif
Et dirigé par les Américains. Et ce sont les enjeux, c'est l'évolution de ce conflit qui a des conséquences sur la façon dont se déroule la guerre sur le front, la guerre sur le terrain. Donc, on ne sait pas aujourd'hui quelles sont les intentions des Russes, les objectifs stratégiques des Russes, pas plus que ceux des Américains. Les Américains, il semble qu'ils soient divisés. Ils rentrent dans une période qui est la période électorale de l'année prochaine. Ils ont une situation intérieure qui est quand même très tendue, très contradictoire. Donc c'est difficile de faire des projections sur ce qui risque de se passer sur le front. Malheureusement pour les Ukrainiens, d'abord parce que c'est eux qui en perdent le plus, et pour les Russes évidemment, il y a le coût humain de cette guerre qui continue, d'une guerre de haute intensité. Juste une petite remarque sur l'article qui a été publié dans je ne sais plus quel journal de ces mercenaires américains, disant qu'ils ne pensaient pas que la guerre puisse être aussi brutale, hein, et qu'après l'Afghanistan et l'Irak, ils en avaient une autre expérience et qu'ils se sont aperçus que c'était tout autre chose. Voilà. Bah, évidemment, Donc, ils étaient dans un contexte de guerre asymétrique, et même si ouais. les talibans qui ont quand même gagné la guerre, hein, un truc incroyable quand même, hein, quand on voit les monceaux de dollars qui ont été versés dans le gouvernement de Kaboul et puis l'armée, c'est quand même un truc incroyable. Mais bon, bref. Donc, et puis bon, je veux dire, ils ont gagné la guerre. Alors, ça peut paraître curieux de le présenter comme ça. Or, c'est juste. C'est-à-dire que les Américains qui avaient envahi, pour des raisons qu'on peut comprendre, qui avaient envahi l'Afghanistan, qui ont passé 20 ans, il y avait leur fameuse base de Bagram, là, ils sont partis en courant. Donc, et les talibans sont revenus au pouvoir. Donc, c'est toujours une victoire politique, la victoire dans la guerre. C'est toujours une victoire politique. Donc là, pour l'instant, quels sont les enjeux politiques à court et moyen terme entre les deux belligérants que sont d'un côté les États-Unis et de l'autre côté la Russie? Moi, je ne sais pas. Très bien. Moi, ce que je te propose avant de clôturer la vidéo, c'est qu'on parle un petit peu de désinformation. Je voudrais présenter le livre de Michel Collomb que j'ai commencé à lire et que je conseille à tout le monde de lire. Hein. Donc, Alors, le je te livre pose une question tout de suite. Oui? On m'a conseillé de l'inviter. Ah oui, oui. Ah oui. Alors, tu approuves? Ah oui, ah oui. D'accord, Honnêtement, très moi, bien. je suivais de temps en temps sa chaîne. Alors, c'est pareil, il faut regarder d'où parlent les gens. C'est le courant de la gauche belge, ainsi de suite, voire l'extrême gauche, très, très anti-atlantiste, ainsi de suite. Mais au-delà de son positionnement, Tu me vas assez bien, hein, tu t'en doutes. dont il ne se cache pas, il faut lire. J'avais déjà vu ces vidéos, j'avais jamais lu aucun de ses bouquins. Et le livre Ukraine, la guerre des images, donc celui-là, je ne sais pas si vous voyez Non, non, il bien. faut que tu avances un peu plus. Voilà. Voilà. Là, Ah, c'est ben non. bon? Ben non, on te voit, toi, on ne te voit plus, on ne voit pas le bouquin non plus. Ah merde. Attends, Non, bon, mais c'est je pas ferai un grave. insert. Je ferai un Voilà, petit on peu. fera un insert. Je vous conseille vraiment de le lire ou de le commander. Vous pouvez le commander sur le format Kindle, ça vous reviendra moins cher, mais c'est un très très beau bouquin, il est relié. Et il y a une préface de Jacques Beau. Donc Jacques Beau qui avait déjà écrit un bouquin sur la désinformation il y a des années. Oui, Hein. oui, oui. Et Jacques Beau, Gouverné par les fake news, je crois que c'était ça. oui, exactement, exactement. Hein, Jacques Beau, en introduction du bouquin, dit il ne s'agit pas de décerner des bons points, des mauvais points aux belligérants, mais simplement de dégager des éléments pertinents et de chercher à réfléchir à ce qui se passe. Et ensuite, Michel Collomb, qui est vraiment, je pense, un grand spécialiste de la désinformation et de la propagande en situation de guerre, mais pas qu'en situation de guerre, dès qu'il y a une situation de crise, hein, il s'intéresse beaucoup au narratif et comment est manipulée l'opinion du spectateur. Il considère que l'opinion du spectateur est manipulée par 3 moyens. Fabriquer des fausses images, ce qui est de plus en plus possible, même des images animées maintenant. C'est dingue. Détourner de vraies images avec un commentaire différent. Et ensuite, manipuler les images, cacher les images qui pourraient gêner le discours officiel. C'est par exemple, pour ce qui concerne la guerre en Ukraine, les bombardements du Donbass des populations civiles depuis 2014, qui sont attestés par les observateurs de l'OSCE et par plein de journalistes internationaux. C'est parce que ça gêne le narratif, bien sûr,
disant que d'un côté, il y a un bon belligérant, de l'autre côté, il y a un mauvais belligérant qui est vraiment le monstre à battre. Hein. Et on voit très bien cette manière-là d'utiliser en fait tout ce qui est image télévisuelle pour justement manipuler l'opinion. Et à la limite, de temps en temps, la prochaine fois, je ferai quelques encarts avec son livre là que je projetterai pour montrer un petit peu la pertinence de ce bouquin qui est vraiment... C'est une étude très très précise, hein, et il commence d'ailleurs avec les fameux crématoriums mobiles. Tu te rappelles de ça? Au début, en février, on Ah disait oui, que les oui, Russes... Hein, voilà. Donc, il démonte tout ce truc-là, bien sûr. Donc, c'est très intéressant. Après, il parle du Donbass, il montre l'historique du Donbass, l'historique communiste du Donbass, hein, dès 1917, et pourquoi il y a ce positionnement du Donbass, et cette opposition entre l'Ouest et l'Est, et notamment qui est très, très concentrée chez les populations du Donbass. Il y a une historique derrière. Donc, c'est très intéressant et je pense que c'est un bouquin qui est presque un bouquin qui fera école en termes de désinformation et d'information, d'études de l'information sur cette guerre-là, et que je conseille même à de nombreux journalistes de lire. évidemment. Enfin, journaliste, c'est un terme qui est peut-être usurpé pour certains. Hein. Alors, juste une petite observation. Donc, sur la possibilité de manipulation directe des images, parce que même on peut manipuler les vidéos maintenant, hein, c'est Oui, bien sûr. assez impressionnant. C'est que les réseaux sont aussi un outil critique. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui arrive, qui commence à se balader très vite, qui devient viral, la critique permettant le débunkage, comme on dit, arrive également assez vite. Ce qui est précieux, parce que, hop, si on démarre, je vais prendre un petit exemple qui ne concerne pas la guerre en Ukraine. Je travaillais sur la dimension juridique de la fameuse cagnotte, la cagnotte dite de la honte, lancée par Messia pour la famille du policier qui est aujourd'hui incarcéré, qui est l'auteur du coup de feu mortel, du jeune Naël. Et donc, toute la gauche, les LFI, sont montés à l'assaut en disant c'est honteux, etc. Et j'ai trouvé un tweet de Jean-Luc Mélenchon d'il y a 3 ans à propos de la cagnotte pour le boxeur d'Étinger qui avait boxé sur Ouais. la passerelle, qui avait boxé trois c'était des gendarmes qui avaient été suffisamment prudents pour se protéger, hein, et Mélenchon disant c'est pour aider la famille, la fermer, c'est scandaleux. En plus, on veut mettre la famille en difficulté, c'est-à-dire qu'il prenait une position, dès lors qu'il s'agissait d'une cagnotte pour le boxeur, à l'encontre de tout le discours qu'il tenait sur l'autre. Donc, pourquoi je raconte cette histoire? C'est que, bon, j'ai voulu relayer cette capture d'écran et je me suis posé la question. Et donc, j'ai fait des vérifications et j'ai pu les faire, mais spontanément, je me suis dit, bah, toi, on va te moucher, Mélenchon, parce que c'est grossier. Oui, c'était effectivement grossier, mais c'est du Mélenchon tout pur qui démarre au quart de tour. Mais le premier réflexe, c'est de souscrire à ce qu'on voit, quoi. Il y a une espèce de privilège de vérité et ça devient terrible. C'est extrêmement compliqué. Oui, moi, tu sais que je travaille dans la gestion et la communication de crise, donc ce sujet de la guerre informationnelle, c'est au centre de tout ça. De toute façon, dès que tu es en gestion de crise, il y a de la guerre informationnelle. Mais tu as des sujets qui sont très intéressants. C'est pour ça que Michel Collomb, qui suit tous ces sujets-là depuis longtemps, mais il a même suivi le sujet du Covid, qui est un vrai sujet également de guerre de l'information. Hein, on ne va pas ouvrir le sujet aujourd'hui parce qu'on est sur un terrain autre, mais on a également un vrai sujet là-dessus. Hein, et cette guerre de l'information et de la manipulation de l'information, eh bien, c'est vieux comme les années 60, en fait. Dans les années 60, voire même au-delà, avec Propaganda de Bernet, hein, qu'il a écrit à la fin, durant les... Non, c'est
durant les années 20, là, sur le bouquin Propaganda que je conseille Oui. de lire également. Hein. Mais il y a Chomsky, Entretien avec Noam Chomsky sur la propagande en système démocratique. C'est le bouquin qu'il faut lire, en fait. C'est un entretien, donc il synthétise sa pensée. Hein. Je conseille également à tout le monde de le lire, ce bouquin. Et là, il est sur la propagande, essentiellement durant la guerre du Vietnam, et puis après, les autres conflits où les États-Unis ont été engagés. Donc, c'est important, cette manipulation de l'information. Il ne faut pas être complotiste, mais, Non, dès qu'il y a une information comme ça qui sort de manière virale et qui paraît justement assez binaire, voire extravagante pour quelqu'un qui prend du recul, de toute façon, plus c'est gros, plus il faut se méfier en fait. Hein. Eh bien, il faut se poser des questions, faire un pas de côté et puis chercher de l'information en fait. et puis savoir que dans l'histoire, il y a des intentions. Les acteurs ont des projets, les acteurs ont des intentions. Bien Alors, il ne faut sûr, pas imaginer le complot occulte à chaque fois, non. mais il faut savoir, moi, c'est les débats qu'on peut avoir avec quelqu'un comme Gérald Bronner, c'est-à-dire que dès qu'on a une vision de l'histoire où on considère que c'est aussi, pas seulement, mais c'est aussi l'expression d'intention, on est complotiste. Bon, il faut savoir que c'est intimidant, hein, l'accusation de complotiste. C'est ça qui est un peu gênant, et ce d'autant que il y a des complotistes Bien sûr, délirants. Hein. mais C'est bien pas ce qui sûr. manque. Hein. Bien sûr, mais, mais, Donc, mais le complotisme, c'est avoir une explication univoque, en fait, pas simple, simpliste et délirante. Hein. C'est alors, ça le complotisme. Mais là, on n'est pas dans le complotisme. On imagine que derrière il y a des intérêts. C'est à qui profite, à qui cela profite, et ainsi de suite. On déroule peu à peu, en fait, le fait. alors, moi j'aime bien la position de Slobodan Despot que nous avons reçu il y a pas très très longtemps, qui dit mais attendez, rien n'est caché. Si on veut voir, rien n'est Oui, ah, caché. bien sûr, hein. Donc c'est Il a raison. Il a raison. oui, je trouvais que c'était une bonne façon de présenter les choses. Alors, on peut analyser les intentions, analyser les projets, oui, mais tout, tout est disponible, hein. Donc, enfin, ou à peu près tout. En matière de, pendant la guerre, c'est un petit peu différent quand même, hein. Donc, il y a des espaces de secret, ou dans la diplomatie aussi. Enfin, encore que, hein. Si on Mais, fait un travail critique, on mais y même, arrive. quand on parle de la guerre informationnelle, puisqu'on fait une digression, moi j'écoute je regarde souvent LCI parce que ça permet d'avoir une chronologie de ce qui se dit, souvent à tort et rarement à raison, sur le conflit ukrainien. Et ils disent, c'est vrai, en Russie, bon, on est sur un régime quand même autoritaire et il n'y a pas de liberté d'information. Mais je vois les journalistes d'LCI qui agissent en toute liberté à Moscou, qui interrogent n'importe qui. Certains journalistes, même indépendants russes, qui sont interrogés en direct via Zoom et ainsi de suite, depuis Moscou. Et d'un autre côté, il y a l'Union européenne qui a interdit RT en France. Et je pense qu'à un moment donné, il faut se poser des vraies questions. Parce que par contre, des journalistes de LCI en Iran, il n'y en a pas. Hein. Non, Donc, euh, non, non, mais ça c'est alors cette arrogance des journalistes qui sont persuadés que ils sont totalement libres. Bon, c'est une vieille histoire. Moi, j'ai eu de nombreuses discussions sur ce sujet. Quand ils sont à ces niveaux-là, je pense à LCI, la discussion est un peu inutile, quoi. C'est très difficile de les mettre face à leurs contradictions. Donc, je trouve très courageux de regarder LCI. Moi, je ne peux pas. Hein. Donc, les chaînes d'infos, non. Même CNews, même BFM. Donc, j'aime bien l'agenda de 24 heures Pujadas, en général, le soir. non, mais parce qu'il annonce les conneries qu'il va Oui, dire. C'est quand même exactement, prodigieux. exactement. Non, mais il se rend pas compte. Il y a deux hypothèses. Hein. Soit c'est un cynique, soit c'est un imbécile. Je penche pour la deuxième. Je vais être poursuivi pour injure publique. Bon, mon cher Hervé, merci encore, Bon, de merci rien. encore. Hein. Et donc, on continue. Hein, on Allez, continue. Allez, à très bientôt. au Salut. revoir.